Pierre-Yves, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, votre cabinet d'analyse indépendant, Alpha Value, tous les 6 mois, fait une revue de marché. Oui. Vous passez au crible toutes les valeurs que vous avez dans votre base, et puis vous faites un bilan. Oui. Et a priori, les signaux émis par les entreprises sont plutôt positifs. On devrait bien avoir des croissances bénéficiaires cette année. Tout va bien. Tout va bien, effectivement, quand on agrège les sociétés. Les signaux sont celles d'une croissance de l'ordre de 9% des résultats sur 2018, qui est après un très beau chiffre en 2017, avec plus 22%. Donc c'est spectaculaire d'avoir 2 années cumulées. Et on voit aussi, ce qui est un peu une très bonne nouvelle, c'est que les révisions sont haussières. En dépit de toutes les interrogations que l'on peut avoir sur les marchés, les révisions sont haussières. Oui, alors que toutes les années précédentes, 2017, on avait des révisions baissières. Voilà. Donc là, c'est un très bon signal, c'est très positif, sauf que on a un environnement macro, et l'environnement macro, ce n'est pas forcément quelque chose qui est bien appréhendé par les entreprises. Elles sont souvent les dernières à constater les dégâts. On a un environnement macro qui se détériore, notamment avec l'intensification des tensions commerciales autour des États-Unis et de la Chine, et pas que. Et ça, est-ce que ça ne pourrait pas faire dérailler le train et en tout cas ternir ce tableau très positif que vous nous avez brossé? Certainement. On n'y croyait pas au risque d'une guerre commerciale, et puis les paquets sont devenus de 50 milliards, on parle de 200 milliards aujourd'hui, et ces chiffres-là inévitablement toucheront l'activité des grandes entreprises dont on parle. Alors 200 milliards, je précise, c'est 200 milliards de hausse de tarifs douaniers sur des importations venues de Chine. Absolument. À destination des États-Unis. Sur 200 milliards d'importations venues de Chine, c'est exact. Donc ces chiffres-là, aujourd'hui, deviennent un peu prégnants, puisqu'on entend pour la première fois une entreprise allemande, non négligeable, Daimler, communiquer sur le fait qu'elle pourrait et va probablement souffrir de la hausse donc, des droits douaniers sur ses produits, et par là ralentissant la demande pour ces produits. Quelle pourrait être la première victime je parle sectoriellement, de cette intensification des tensions commerciales? Est-ce que ça ne pourrait pas être les banques? Parce que, je vais vous dire pourquoi. Je regardais votre présentation, et dans votre présentation, vous mettez en avant en fait, les plus gros contributeurs potentiels à la croissance des bénéfices attendus. Et entre 2017 et 2019, principal contributeur devrait être normalement les banques, avec Absolument. 19 milliards de croissance de bénéfices. Quand je vois ça, je me dis, les banques, elles doivent monter. Mais je regarde leur parcours et je constate qu'il est plus que médiocre. Donc, j'aime bien que vous aimiez faire allusion à la main invisible, mais justement, elle existe dans le marché. Est-ce que les investisseurs ne sont pas en train de prendre en considération le risque que pourrait faire peser l'intensification de la guerre commerciale à l'ensemble du commerce mondial, et donc la première courroie que sont les banques? Absolument. On se doit de conclure ça. Alors, il y a quand même des secteurs industriels qui sont touchés tout de suite. On vient de citer l'automobile au travers de Daimler, le transport aussi. Mais vous avez profondément raison. La main invisible nous dit quelque chose depuis 6 mois maintenant sur le secteur bancaire, et ce quelque chose qui est négatif accélère. Donc, c'est probablement le reflet d'inquiétude sur les conséquences en quelque sorte en indirect de ce ralentissement économique sur la profitabilité du secteur bancaire, puisque ces dernières années, le secteur bancaire n'a pas eu en quelque sorte à provisionner son métier qui est de prêter, et que demain, les entreprises qui sont soumises à un ralentissement économique sont clairement en difficulté. Certaines, si on va jusqu'au bout du raisonnement, plieront devant ces pressions économiques, et ce qui veut dire de mauvais encours de prêt pour les banques qui devront donc les provisionner et donc remettre en cause les chiffres que nous avons cités. Alors prenons un exemple concret, par exemple un constructeur automobile, s'il est confronté à une hausse des tarifs douaniers, ça se répercute immédiatement à ses fournisseurs, c'est ça? Et puis en bout de chaîne aux banques, c'est ça? Ça se répercute à son volume de production, donc ses fournisseurs sont concernés. Le fournisseur, par nature, a un bilan plus faible que celui du constructeur, qui est le Daimler qu'on citait tout à l'heure. Et le moindre ralentissement d'activité pour ces gens-là, ou des délais mis simplement parce que les barrières douanières imposent des temps de discussion beaucoup plus importants pour que l'objet transite au travers des barrières douanières, ces délais-là sont une catastrophe pour une entreprise et pour la banque qui le finance. Ça pourrait expliquer la désaffection des investisseurs à l'égard des banques. Est-ce que vous voyez d'autres secteurs dont on doit se tenir à l'écart? Et d'ailleurs, est-ce qu'on doit se tenir à l'écart des banques ou considérer qu'aujourd'hui, la morosité des cours constitue d'ores et déjà une opportunité? Alors,
les cours sont moroses. On a l'habitude, évidemment, de regarder les banques au travers de ratios de valorisation. L'un d'entre eux, c'est de rapporter leur cours de bourse aux fonds propres des banques. Il est de 0,8 aujourd'hui, ce qui est pratiquement 20% en deçà de niveau atteint fin 2017. Ça paraît donc intéressant, sauf que l'on sait que dans des crises de confiance sur le secteur bancaire, on a vite fait de revenir à 0,6, 0,7. Donc il y a un potentiel de baisse, donc les cours ne sont pas encore assez intéressants. Et puis un autre élément, c'est est-ce que les gens, d'autres que personnes que nous, ont envie d'acheter des banques? Et là, les signaux sont clairement négatifs. Le momentum, le sentiment boursier est extrêmement médiocre sur ce secteur. Alors on va clore le chapitre bancaire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose que l'administration Trump en cause? La politique monétaire de la Réserve fédérale, qui relève ses taux, qui va procéder à 2 nouvelles hausses de taux d'ici la fin de l'année. On a vu déjà l'impact que ça avait eu sur certaines devises émergentes qui sont parties complètement à la dérive. Les expositions des banques au marché émergent, bon, même si on ne peut pas toutes les chiffrer, elles sont tout de même importantes. Et là aussi, ça doit être pris en compte par le marché, non? Sans doute, mais la main invisible a dû prendre ça déjà en compte, c'est vrai. Et c'est vrai qu'effectivement, un ralentissement économique quelconque a un effet disproportionné sur un pays émergent pour les mêmes raisons que celles qu'on évoquait pour une entreprise. Il est structurellement plus faible et la moindre variation en volume lui coûte. Donc des prêts à des pays émergents sont des prêts dangereux. Quels sont les secteurs qui constituent aujourd'hui des opportunités à vos yeux? Alors, en termes de dynamique de cours, c'est-à-dire que le secteur monte tout seul, pour dire les choses simplement, il y a un secteur qui est assez étonnant depuis quelques mois, c'est celui donc des biens techniques médicaux, on appelle ça MedTech dans le discours, et pour citer des noms comme Philips ou Sonova, ce sont des entreprises qui connaissent des parcours boursiers tout à fait satisfaisants. La plus intéressante d'entre elles s'appelle GN Store, qui est une entreprise danoise qui fait des outils auditifs. En fait, après les secteurs de type pétrole se tiennent encore relativement bien, évidemment dans un contexte de prix très soutenu, autour de $75. C'est les deux secteurs auxquels on pense assez spontanément. Là, pour jouer le momentum. Et le luxe, que j'allais oublier, qui est sur des niveaux de valorisation très élevés, mais l'idée que la consommatrice chinoise ne cessera pas d'acheter des sacs fort onéreux est très très forte, et donc ce secteur se porte bien. Inversement, donc ces secteurs sont des secteurs soutenus en quelque sorte par la demande pour les titres de ce secteur. Et puis il y a des secteurs qui nous paraissent attrayants parce que leur valorisation à la suite des baisses est redevenue très très attrayante. L'un d'entre eux qui est assez traditionnellement onéreux et qui est attrayant, c'est le secteur agroalimentaire, qui fait l'objet d'une désaffection, et on a un potentiel de hausse sur le secteur qui est quand même pas loin de 17 ou 18% de mémoire. Et pour vous, quelle est l'explication justement de cette Alors, on a du mal à le comprendre, mais un des éléments, c'est que peut-être que les nouvelles générations soient un peu moins attentives aux grandes marques dans lesquelles ont investi ces grands groupes mondiaux d'agroalimentaire. Donc il faut qu'ils repensent peut-être un peu leur business model, comme on dit. Et puis un secteur qui revient toujours un petit peu chez nous comme étant attrayant, ce sont les télécoms. C'est un serpent de mer. C'est un serpent de mer, et là on peut dire que le momentum de cours reste négatif, un petit peu à l'instar de ce qu'on voit sur les banques, sauf que là il est durable sur les télécoms, ce qui est un peu dommage parce que la logique de rendement sur les télécoms devient séduisante. Et donc il y a peut-être, dans des perspectives un peu longues, un intérêt potentiel sur ce secteur. Vous dites donc que le secteur télécom ne mérite plus d'être décoté? Non, pas du tout. Enfin, il ne mérite pas du tout d'être décoté aujourd'hui, puisqu'il s'est désendetté, ses marges remontent, et on sait que les clients restent, parce que c'est bien trop compliqué de se désabonner d'un service télécom quelconque. Donc les télécoms, très bien. L'agroalimentaire, parfait. Le transport aérien? Transport est devenu intéressant. Il me semblait que dans votre présentation, ça émergeait. C'est tout à fait juste, avec un secteur qui a baissé en intérêt relatif, donc il est devenu attrayant. On peut comprendre que dans le cas du transport aérien, il y a la double inquiétude de la remontée des cours de l'énergie et du Brexit, qui déstabilise quand même certains acteurs cotés, qu'ils soient euro ou livre sterling. Et il y a aussi un autre élément de perplexité sur la baisse du secteur du transport, qui traduit normalement une reprise de l'activité. C'est que des valeurs de grande qualité comme Kuehne et Nagel, un Suisse spécialisé dans la logistique, ont beaucoup souffert depuis le début de l'année, donc pourrait indiquer une certaine prudence. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Là, peut-être que la recommandation positive que vous émettez, elle est un peu audacieuse, puisqu'il peut s'agir d'un indicateur avancé de retournement du cycle.
pour les gens qui sont prudents sur les marchés, absolument. Si vous deviez nous recommander, puisque vous suivez 450 valeurs à peu près, même 470. 470, pardonnez-moi. 470 valeurs européennes. Au sein de ce panier, de cet univers, si vous deviez choisir des valeurs dont vous estimez qu'elles peuvent être tout temps, tout terrain, oui. Ce seraient lesquelles? Alors, on ne parle pas en termes de valorisation attrayante. Non, mais pour le long terme, pour un investisseur de long terme. Donc, il y a des choses qui sont frappantes quand même dans un contexte strictement français. Il y a une valeur familiale qui accomplit un travail inouï, c'est SEB. SEB qui est capable de vendre donc des produits de consommation courante à des Chinois, sans que qui que ce soit se pose des questions en Chine sur l'origine de ces produits. Donc c'est un succès industriel impressionnant. Cette société-là semble capable effectivement d'être locale partout, et les cycles de renouvellement de produits leur sont favorables. On parle toujours d'objets connectés aujourd'hui, typiquement. Donc chapeau SEB. Et d'ailleurs, les valorisations très récentes ne sont pas particulièrement onéreuses. Et puis, la société un peu française, enfin dans un contexte français qui nous vient à l'esprit, qui était une autre proposition, c'est Téléperformance, qui accompagne les consommateurs de produits finalement complexes en étant le réceptacle des demandes d'explications sur comment peut fonctionner ce produit. Ce sont des business models, comme on dit, qui sont assez merveilleux, et ce Téléperformance... C'est la sous-traitance du SAV exactement. De la hotline. Voilà, vient de faire une belle acquisition en Inde qui semble accélérer un groupe qui est déjà de stature mondiale. Oui, et qui a d'ores et déjà signé un magnifique parcours boursier. Absolument. Bon, Pierre-Yves, merci beaucoup pour ce tableau d'ensemble. Donc, des petits nuages tout de même à l'horizon, mais le discours des entreprises reste positif. Oui, les nuages sont arrivés très brutalement, je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Pierre-Yves, merci. Merci.